Merci, merci beaucoup, merci de votre invitation. Évidemment, je suis toujours très heureux d'être à Menton, virtuellement, en attendant de pouvoir y revenir bientôt, de manière réelle. Alors, cette e-conférence, donc cette visioconférence en temps de coronavirus, est organisée en lien avec, comme vous l'avez rappelé, ASMA, la chaire Moyen-Orient-Méditerranée de l'ENS, le séminaire Violence et dogmes, dont un certain nombre de gens nous suivent également, les étudiants de Sciences Po en général, et puis un public plus large, connecté à travers l'Institut du monde arabe, puisque nous avons souhaité justement, dans ce moment où nous sommes tous confinés, essayer de créer d'un nouveau type de lien, un nouveau type de lien pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, puisque les enjeux de sortie de crise vont être également celui d'arriver à créer une nouvelle forme de connexion entre nous, en mêlant justement la dimension de présentiel, mot horrible, et de virtuel. Donc voilà. Alors, on a pensé que ce serait une bonne idée de produire un certain nombre de réflexions ensemble sur la façon dont la crise actuelle touche la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, et en particulier parce que la façon dont cette région à la fois s'est inscrite dans l'ordre du monde en général, à travers un lien tout particulier avec le pétrole et les hydrocarbures. Donc, c'est inscrit au cœur du système du monde en contrôlant depuis 1973 en très large partie les prix de la principale ressource énergétique de la planète, mais aussi dans ces dynamiques internes, comment est-ce que les choses allaient se passer. Alors, c'est évidemment un enjeu pour le Moyen-Orient, bien sûr, on va y revenir tout de suite. C'est un enjeu pour le monde en général, c'est un enjeu aussi pour nous comme Européens et comme Méditerranéens, puisque les bouleversements du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont une incidence directe sur l'Europe, à la fois parce qu'un grand nombre de personnes originaires de cette partie du monde sont désormais citoyens et citoyennes ou résidents et résidentes européens, et aussi parce que la crise migratoire est en large partie nourrie par des flux qui viennent de régions de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et par-delà de l'Afrique et de l'Asie centrale, qui sont impactés par les guerres, par les crises économiques et autres, comme on l'a vu ces dernières années à travers les arrivées en Italie d'Africains originaires, à travers la Libye, pardon, et également à travers la Grèce de Syriens, d'Irakiens, d'Afghans et autres. Donc tout ça s'inscrit dans un paysage qui nous contraint à essayer de repenser la manière dont se structure cette, cette région dans le monde contemporain. Alors, les prix du pétrole, en fait, ont commencé très significativement à baisser avant l'éclatement au grand jour de la pandémie, avant que celle-ci n'apparaisse comme touchant massivement l'Europe, puis bien sûr les États-Unis. En effet, au tout début du mois de mars, à l'occasion d'une baisse de la production chinoise qui commençait déjà, lors d'une réunion de l'OPEP+, c'est-à-dire à Vienne, c'est-à-dire des pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole qui était traditionnellement dominée par l'Arabie saoudite, mais à laquelle s'était adjointe la Russie ces dernières années, une tentative saoudienne de faire monter les prix en réduisant la production de pétrole a été étouffée dans l'œuf par l'attitude russe qui a dit qu'au contraire, on allait augmenter la production de manière à créer une sorte de baisse rapide des prix, limitée dans la durée,
qui permettrait de sortir les producteurs américains de pétrole et de gaz de schiste, de pétrole de schiste en l'occurrence, du marché. Pourquoi ? Puisque la situation qui s'était ouverte après la guerre d'octobre 1973 entre Israël et les pays arabes, et qui avait vu l'Arabie saoudite, à travers l'embargo sur le pétrole, faire monter de manière considérable les prix et faire des États riverains du Golfe Persique, comprenant à l'époque l'Iran du Shah d'ailleurs, mais aussi et surtout les pétromonarchies arabes, d'une certaine manière, comme on le dit aujourd'hui, les rois du pétrole ou les maîtres du monde pétrolier. Cette situation a changé au cours des décennies. Elle a vu un autre acteur très important, notamment après la chute de l'URSS, intervenir sur le marché pétrolier mondial un peu comme une pétromonarchie, à savoir la Russie. Et puis, elle a vu aussi, depuis le dernier lustre, les pétroliers américains, alors que les États-Unis avaient cessé d'être une puissance exportatrice de pétrole, revenir en force sur le marché de l'exportation grâce à l'exploitation des gaz et pétroles de schiste, notamment dans un grand nombre d'États de l'Ouest américain, le Texas, l'Alaska, le Dakota du Nord, etc., et d'autres. Or, cela a complètement bouleversé la donne, c'est-à-dire que les États-Unis ont produit énormément et sont redevenus le premier producteur mondial devant l'Arabie saoudite et devant la Russie. Et à un prix de production qui était rentable au début de l'année, c'est-à-dire à 70 dollars le baril pour le prix de vente, si vous voulez, à ce prix-là, c'était les États-Unis qui faisaient le marché. Or, avec le ralentissement de la demande chinoise, donc la baisse des prix, les Russes se sont dit on va pouvoir sortir les États-Unis du marché en précipitant temporairement les prix vers la baisse. Et une fois que ces producteurs ont été ruinés, les prix vont remonter et nous, Russes et Saoudiens, allons de nouveau être les maîtres du marché. Et donc, pouvoir, d'une certaine manière, regagner une capacité politique à partir de la production des hydrocarbures qui avait été très sérieusement entamée par cette nouvelle hégémonie américaine. Dans ce cadre, l'Arabie saoudite s'est trouvée confrontée à cette augmentation de la production russe et s'est lancée dans une surenchère à la vente de barils et donc, d'une certaine manière, à la baisse des prix. Mais l'un et l'autre ont été, d'une certaine manière, pris à leur piège, puisque la progression de la pandémie a mis l'économie chinoise d'abord à genoux. Or, les Chinois sont les plus gourmands des importateurs des 100 millions à peu près de barils par jour qu'il y a sur le marché. Et ensuite, bien sûr, l'arrêt de l'économie mondiale, la suppression du transport aérien, très gourmand également, donc en kérosène et en pétrole et autres. Tout cela a fait que la demande s'est effondrée, que l'offre est devenue non seulement excédentaire, avec donc un effondrement des prix, mais également qu'aujourd'hui, il n'y a plus de capacité de stocker le pétrole et qu'il va falloir arrêter des puits, ce qui va coûter très cher, etc. Donc, le week-end dernier, il y a eu une réunion qui s'est entendue pour arrêter ce processus à la baisse et essayer de limiter la production puisque les Russes et les Saoudiens allaient se retrouver dans une situation catastrophique. Pourquoi est-ce que ça a été fait? À cause de cette logique globale du marché, mais aussi parce que aux États-Unis, les sénateurs qui représentent les États de l'Ouest américain, des États dont vous n'avez pas forcément tous entendu parler, le Dakota du Nord et autres, ou le Texas bien sûr et l'Alaska, ont menacé
alors qu'ils étaient toujours favorables à l'Arabie saoudite au Sénat, par exemple, qu'ils n'avaient pas souhaité engager des sanctions après la disparition ou l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qu'ils avaient bloqué les mesures freinant l'aide militaire à l'Arabie saoudite pour qu'elle puisse continuer à mener la guerre au Yémen, ont menacé désormais de faire bloc contre l'Arabie saoudite. Tout cela a conduit à un certain nombre de négociations qui, aujourd'hui, ont stabilisé la production sans que l'on soit sûr pour autant que les prix vont se rétablir. Donc ça, c'est une chose qu'il va falloir suivre très prochainement. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Outre la question du marché mondial, ça signifie que l'ère dans laquelle le Moyen-Orient était entré depuis 1973, c'est-à-dire l'ère pétrolière, une ère pétrolière qui finalement avait construit presque toute l'économie du Moyen-Orient, essentiellement, que l'on soit un pays producteur ou non, à partir de la rente. C'était la redistribution de la rente qui permettait à des pays de vivre. Asma, puisque Azouzi, puisque vous êtes tunisienne, même si la Tunisie ne produit pas beaucoup de pétrole, c'est en grande partie la redistribution sur la Tunisie de la rente pétrolière libyenne qui a permis au sud tunisien déshérité de vivre, et c'est également la rente pétrolière algérienne qui a donné à l'Algérie toute l'importance qu'elle a aujourd'hui dans la politique étrangère et intérieure tunisienne, par exemple, et ainsi de suite à l'infini. Donc, est-ce que cette situation est aujourd'hui toujours la même? Est-ce que ce sont les rois du pétrole, d'une certaine manière, qui vont continuer à faire l'avenir du Moyen-Orient ou non? Alors, ce problème s'était déjà posé à l'occasion ce qu'on appelait les printemps arabes du début de la décennie écoulée, en 2010, 2011, 2012, où des soulèvements s'étaient produits, des soulèvements qu'on a d'abord interprétés justement comme la résurgence de sociétés civiles, puis qui contre les autoritarismes, contre la corruption, puis qui ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, à l'exception de la Tunisie là encore, soit ont évolué vers un retour à l'autoritarisme, soit vers la guerre civile, dont la Syrie ou le Yémen sont les exemples, ou la Libye bien sûr, sont les trois exemples résilients. En réalité, derrière ces facteurs, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus structurant à terme, dont on a une deuxième occurrence aujourd'hui, qui est l'épuisement du modèle pétrolier rentier à assurer le développement de la région Moyen-Orient-Méditerranée et Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que cette rente n'est plus suffisante face à l'explosion démographique qu'a connue cette région. Et d'autant plus si elle baisse. Si elle baisse structurellement parce que les États-Unis et d'autres sont producteurs et la capacité de trouver de nouveaux modes d'exploration, les progrès de la technologie font qu'il y a aujourd'hui du pétrole partout dans le monde, on est capable d'en trouver à peu près partout. La région du Golfe reste imbattable au niveau des prix, puisque aujourd'hui, on extrait un baril de pétrole en Arabie Saoudite au-dessous de 10 dollars, alors que ça coûte beaucoup plus cher aux États-Unis, en Russie et ailleurs. Néanmoins, quel que soit le prix, sauf s'il devient énorme, et là, ce sont les pétroliers américains qui reprennent le dessus parce qu'ils ont plus de capacité de production. À partir de ce moment-là, donc, l'économie rentière ne suffit plus à redistribuer la richesse, à nourrir et à éduquer, à faire vivre les sociétés du Moyen-Orient. Donc ça pose des questions fondamentales parce que, en même temps que la rente pétrolière, ce qui s'est produit au Moyen-Orient depuis les années 70, c'est le développement de l'islam politique.
qui avait été pensé par les sociétés sunnites du Golfe, par les pétromonarchies, comme une manière de contrôler l'organisation sociale, de chasser le nationalisme nassérien, le nationalisme arabe, le socialisme, etc., et de créer un ordre social qui finalement était plutôt favorable aux pétromonarchies avec la promotion urbi et orbi, si j'ose dire, du salafisme, qui avait été en 1979 mise au défi par une autre monarchie pétrolière de l'autre côté du Golfe Persique, l'Iran, devenu la République islamique, et qui avait utilisé sa propre rente pétrolière pour mener une politique révolutionnaire anti-saoudienne, une surenchère au prix du pétrole de ce point de vue-là, et qui avait contribué, tout en devenant un facteur de déstabilisation, à faire du pétrole la raison ultime, d'une certaine manière, des relations internationales à ce moment-là, et le reste étant suivi avec des péripéties, le djihad en Afghanistan, puis le djihadisme issu du salafisme que nous avons connu à travers Al-Qaïda, Daesh, etc. Or, ce cycle était possible, quelles qu'en aient été les péripéties, parce que la rente pétrolière constituait le modèle dominant. Or, aujourd'hui, c'est précisément cette crise de la rente pétrolière qui était préalable au coronavirus, mais qui se trouve frappé de plein fouet par le ralentissement de l'économie mondiale induit par le coronavirus. Alors, un ralentissement qui ne devrait pas durer éternellement, bien sûr, mais que si on en croit les modèles des économistes, certes, ils changent à peu près tous les jours, mais néanmoins, la tendance, c'est que ce ralentissement va impacter très, très sérieusement les économies de l'ensemble des pays du monde dans l'année 2020 et au moins l'année 2021. On évalue les baisses de croissance à plusieurs points de pourcentage. Aujourd'hui encore, des chiffres assez préoccupants sont parus sur les fils des agences de presse, le nombre de chômeurs, etc., ce qui veut dire la pauvreté, ce qui veut dire les migrations, ce qui va vouloir dire la mise en cause d'un certain nombre de régimes politiques, et notamment de ceux qui ne vont pas être capables de gérer le coronavirus, soit par leur incompétence, soit par leur gabegie, soit par leur autoritarisme, etc. Et là se repose aussi un problème majeur pour la région Moyen-Orient-Méditerranée, et chacun d'entre vous, évidemment, ou chacune d'entre vous qui connaît tel ou tel pays de cette région a des choses en tête. Alors d'abord, il y a la question du déni, c'est-à-dire des régimes autoritaires qui expliquent que, bien sûr, chez eux, il n'y a rien, qui contrôlent l'information, qu'il y a un seul cas, je ne sais dans quelle province, importé bien sûr par un touriste, et que tout est réglé. Et puis le lendemain, on se rend compte qu'un certain nombre de généraux de l'establishment sont touchés, que des ministres, etc. Et donc, d'une certaine manière, le système autoritaire qui avait été corrélé avec le système pétrolier apparaît tout d'un coup comme quelque chose qui n'est plus tenable et qui, à terme, menace très profondément l'équilibre de ces régimes. Une autre question plus fondamentale, qui ne tient pas uniquement à l'autoritarisme et aux modèles autoritaires et à leur légitimation religieuse au passage, c'est celui de la pauvreté. Et qui est une question qui d'ailleurs n'est pas complètement sans rapport avec la façon dont les pays occidentaux, moins pauvres, en tout cas pour l'instant, réfléchissent à ce problème. C'est-à-dire, le confinement est un arbitrage qui fait que les gens restent chez eux, mais que pendant ce temps-là, l'économie s'effondre.
Et on estime que, on calcule la sortie du confinement. Le président de la République a proposé une date, comme vous l'avez vu lundi soir, qui est un point d'équilibre entre le moment où on va estimer que il est possible de sortir sans que les hôpitaux soient submergés par les urgences respiratoires et ailleurs, et qui permettra de redémarrer l'économie avant que l'économie s'effondre complètement. Dans un pays comme la France, on peut arbitrer pour, alors la date qui a été choisie, si elle est tenue, ce serait le 11 mai, qui serait un moment où le pic serait retombé et où on va essayer de limiter la casse économique. Mais dans un certain nombre de pays de la région, ce raisonnement n'est pas tenable parce que une grande partie des ressources économiques proviennent de la survie quotidienne. Si on ne peut pas respecter, entre guillemets, de distanciation sociale, puisque la distanciation sociale signifie tout simplement qu'on meurt de faim. Un exemple frappant est fourni par Tripoli au Liban, où personne dans les quartiers populaires ne peut respecter la distanciation sociale parce que sinon on meurt de faim. Il n'y a pas de, les gens n'ont pas de réserve. Il faut vivre au jour le jour. Il faut aller vendre des légumes au Souk al-Khodar, au marché aux légumes de Tripoli pour survivre. Sinon, ça n'est tout simplement pas possible. Et la situation se pose aujourd'hui de manière très, très frappante en Iran. L'Iran, comme vous le savez, a décidé de remettre en marche l'économie et on voit des images avec des bus ou le métro de Téhéran bondés parce que le pays estime que face à l'arbitrage à moyen terme d'une baisse de l'économie, d'une baisse de la pandémie, excusez-moi, il est nécessaire de prendre la décision sur le court terme de redémarrer l'économie, sinon le pays va s'effondrer. Et va s'effondrer non seulement parce que son économie ne fonctionne plus, mais parce que l'Iran connaît des sanctions américaines, l'aide sanitaire qu'a demandé l'Iran a été refusée par les États-Unis au motif que, selon Washington, cette aide en réalité servirait, disent-ils, comme les aides préalablement obtenues par l'Iran sous couvert d'humanitaire de commerce à renforcer le potentiel militaire des gardiens de la révolution, etc. Donc, on a là des questions d'arbitrage extrêmement préoccupantes et qui sont aussi des questions de survie de systèmes politiques. L'Iran a pris cette décision il y a 2 jours, les autorités iraniennes. Or, aujourd'hui, la province de Qom, qui est l'un des principaux centres névralgiques de la diffusion du virus, a vu de nouveau se dresser de nouveau les contaminations. Vous savez que précisément, ça pose aussi toute une question par rapport à la gestion publique de l'islam. Par exemple, l'Arabie saoudite a très tôt interdit la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage, ne s'est pas encore prononcé complètement sur l'annulation du grand pèlerinage qui a lieu après le Ramadan, comme vous savez, il commence à la fin du mois d'avril, mais au stade actuel, il ne serait pas impensable que l'Arabie saoudite, donc le pays du gardien des lieux saints de l'islam, considère que le pèlerinage représente un risque sanitaire tel qu'il n'est pas assuré. Ce sont des choses qui se sont produites dans le passé. Les questions de propagation d'épidémies au pèlerinage ont été traitées, mais jamais avec une suspension de ce pilier fondamental de l'islam. Je vais y revenir dans un instant. Donc, ce faisant, néanmoins, le prince héritier Mohammed Ben Salman, l'homme fort de l'Arabie saoudite,
en prenant ce type de décision basée sur une rationalité épidémiologique et médicale, montre qu'il a su s'émanciper des grands oulémas wahhabites ou salafistes saoudiens qui, eux, considéraient que c'était une chose inacceptable, que la pandémie, et ça tourne aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est le châtiment de Allah pour les péchés de l'humanité, et que c'est justement en priant avec ferveur que la pandémie va s'arrêter. En Iran, à l'inverse, les autorités n'ont pas pu tenir le même raisonnement, justement, parce qu'il leur est impossible de s'émanciper de la légitimité religieuse fondamentale qui est celle du guide suprême, du Rahbar, du guide de la révolution islamique, l'Ayatollah Khomeini, et interdire la dévotion aux tombeaux des imams du chiisme, aux divers saints, etc., était impensable, notamment à Qom. Or, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissent ce phénomène, cette dévotion auprès des tombeaux est un phénomène de foule où les gens sont complètement écrabouillés les uns contre les autres et vont embrasser, toucher avec la paume de la main les tombeaux qui sont évidemment pas désinfectés entre chaque embrassade, chaque baiser, chaque toucher. Et donc, c'est vraiment le symbole de la propagation la plus absolue du virus. Et donc, on voit bien que le régime iranien et le mode de contrôle politico-religieux en Iran il y a eu une faille qui s'est produite, qui a mis l'Iran en situation très difficile dans le cadre des sanctions américaines et qui pose justement la question de savoir dans quelle mesure la République islamique, aujourd'hui, dont le principal allié est la Chine, qui lui achète ses hydrocarbures, mais la Chine en achète de moins en moins pour l'instant. Et puis, des hydrocarbures bradés, on va en trouver plein sur le marché. Aujourd'hui, tous les pays vont vendre dans l'immédiat leurs hydrocarbures pour rien, pour redémarrer. Donc, l'Iran perd sa place qui était celle de faire des discounts exceptionnels à la Chine, puisqu'en fait, elle était interdite de négoce. Donc, mais personne ne pouvait empêcher la Chine d'acheter, étant donné la puissance de la Chine aujourd'hui. Mais la Chine peut aujourd'hui désormais acheter où elle veut à des prix qui défient toute concurrence, quand elle va redémarrer son économie, parce que de toute façon, elle n'achète pas grand-chose actuellement. Donc tout ça introduit des transformations en profondeur dans la région. Prenons maintenant d'autres situations comme par exemple la guerre civile en Syrie. La gestion du coronavirus est un facteur qui va influer sur l'évolution de la situation sur le terrain. En effet, le pouvoir russe a offert une assistance sanitaire au régime de Bachar el-Assad à travers des masques, des respirateurs, des missions médicales et autres. Et or, celles-ci, évidemment, sont exclusivement assurées dans les régions que le régime contrôle. J'ignore quelle est leur efficacité à ce stade, mais en tout cas, il n'y en a pas évidemment dans la région d'Idlib, là où se poursuit aujourd'hui l'offensive du régime de Damas contre les rebelles et djihadistes qui sont coincés d'une certaine manière entre Turquie et armée syrienne et bombardements russes. Il n'y en a pas non plus, ou très peu, dans les régions contrôlées par les Kurdes au nord. Donc on voit comment l'opportunité d'une certaine manière du coronavirus est un facteur qui va influer dans le devenir de la guerre civile en Syrie, qui va mettre une pression de plus en plus forte sur la Turquie pour accueillir des réfugiés. Turquie qui est aujourd'hui, comme vous l'avez vu également, dans une situation extrêmement difficile. On a d'abord passé par le déni et aujourd'hui, la Turquie impose des fermetures, des confinements
pour le week-end, une chose qui ne s'est pas produite ailleurs, d'une manière très erratique. Le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission, il l'a reprise dans le cadre de conflits pour la succession d'Erdogan, et des politiques comme celle de la Turquie, qui était une politique de fuite en avant d'une certaine manière dans les mesures politiciennes, sont aujourd'hui très, très, très menacées par le développement de la pandémie et l'impossibilité à la gérer. Dans un certain nombre d'autres pays de la région, la question qui se pose, c'est celle des mouvements, disons, démocratiques ou des mouvements de société civile qui sont apparus au cours de l'année 2019 et qui ont critiqué les autoritarismes, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, au Soudan ou bien sûr en Algérie, plus près de nous. Et ces différents mouvements, en tout cas en Algérie, en Irak et au Liban, ont été suspendus par leurs organisateurs, puisque ceux-ci pouvaient difficilement prendre le risque d'être accusés de favoriser la dissémination du virus par des rassemblements de rue, par des manifestations de rue. Néanmoins, les mouvements continuent par le relais de la mobilisation virtuelle. Et même si la pression quotidienne sur les pouvoirs autoritaires n'est plus de la même ampleur, néanmoins, ces pouvoirs vont être aujourd'hui et demain, très rapidement, mis en cause s'ils ne sont pas capables de gérer la pandémie, ou si, précisément, la gabegie, la corruption, l'autoritarisme démontrent leur inanité, leur incapacité à faire face à ce type de défi. Et la légitimité qu'ils tiraient de la répression sera enfin, la stabilité plutôt qu'ils tiraient de la répression, des fautes de légitimité populaire, va être de plus en plus compliquée à gérer. Donc voilà un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui. Pour résumer, donc, dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, on a la conjonction de deux phénomènes. D'un côté, cette baisse structurelle des prix du pétrole qui était due à la fois à l'arrivée de nouveaux entrants sur ce marché international, comme je l'ai dit au début, à savoir les États-Unis qui, à un certain niveau de prix, et en tout cas à $70 le baril, ce qui était le prix au mois de février à peu près, sont les premiers producteurs mondiaux et donc rendent beaucoup plus difficile la capacité de traduire en bénéfice politique la production de l'OPEP et de l'OPEP+, c'est-à-dire de l'OPEP plus la Russie. Deuxièmement, l'épuisement plus général de la capacité de la rente pétrolière, sauf si on atteint des prix absolument énormes au baril, mais que la présence d'autres producteurs qui entrent sur le marché à ce moment-là, les États-Unis et d'autres derrière, rend impossible. On ne peut plus arriver aujourd'hui à un baril à $120, c'est impossible, $100. Donc, à nourrir des populations qui ont connu une explosion démographique extrême. Pensez à l'Égypte, par exemple, qui, au moment de la chute de Moubarak, avait sans doute à peu près 85 millions d'habitants, qui aujourd'hui a dépassé les 100 millions. C'est-à-dire en une décennie, il y a eu au moins 15 millions d'Égyptiens qui sont nés, peut-être davantage, on n'en sait rien. Et cela, entre autres, parce que l'effondrement du régime a détruit également des politiques de planning familial qui étaient imposées par le régime autoritaire. Le régime de Sicile ne les a pas reprises. Pour quelle raison? Parce que dans des situations d'angoisse ou de pauvreté, paradoxalement, dans les pays démunis de systèmes de sécurité sociale, on fait plus d'enfants.
on fait plus d'enfants, puisque les enfants peuvent être envoyés très tôt travailler, et en faisant des petits boulots divers que vous connaissez, et cela supplée à l'absence de système de retraite et assure la pérennité des parents pour leur vieux jour. Donc ça crée un système évidemment vicieux puisque la charge est de plus en plus importante. Donc voilà, à peu près la situation que je voulais évoquer pour les uns et pour les autres. Alors, pour conclure, quelle va en être la conséquence sur l'Europe aujourd'hui? Et alors, probablement des facteurs de déstabilisation dans la région, qui étaient déjà enclenchés, mais qui vont s'accroître, avec un accroissement de la pauvreté, un accroissement de la pauvreté qui va se traduire aussi par une tension migratoire supplémentaire. Et en ce sens, bien évidemment, dans un moment où les replis sur soi vont être fondamentaux, puisque quand on va avoir, y compris en France, espérons-le simplement temporairement, mais en tout cas, on va avoir une situation de chômage, d'absence d'emploi, de commerces qui vont fermer, de nécessité d'orienter les aides publiques vers les citoyens et les résidents français en France, allemands en Allemagne. Et déjà, quand on voit la difficulté qu'il y a à coordonner ces politiques au niveau européen, et l'Italie en a particulièrement souffert, les dirigeants italiens en ressentent aujourd'hui beaucoup d'amertume. La difficulté à gérer la relation avec les rives sud et est de la Méditerranée va s'accroître. Et ceux qui peuvent considérer qu'on n'a pas à s'occuper de ce qui se passe de l'autre côté, évidemment, on comprend bien les ressorts politiques de leur argumentation, mais on voit aussi qu'à très court terme, ça va signifier qu'il va il va falloir faire face à de nouvelles tensions migratoires si on ne trouve pas des moyens d'aider à soulager la situation et à éventuellement envisager des transformations dans le mode de gouvernement au Sud. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'imposer un régime change à partir de Paris, voire de Menton, mais dans les pays du Sud, mais certainement d'être attentif à ces questions qui vont se poser de toute manière dans le Sud aussi. Et là, je pense qu'on va observer des changements structurels sans doute beaucoup plus profonds que ce qui s'est produit finalement à l'occasion des révolutions arabes, des printemps arabes, entre guillemets, qui ont été récupérés soit par les régimes, soit qui se sont dévoyés en guerre civile, mais qui, en rétrospective, vont apparaître certainement comme un facteur annonciateur des développements que nous avons à affronter prochainement. Voilà. Donc, je crois, je regarde mon horaire, voilà, j'ai parlé la quarantaine de minutes de rigueur et je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions et prolonger ça. Il faut que je mette mes lunettes, je vois qu'il y a écrit des choses. Comment dois-je faire, Asma? Il faut que je lise l'écran, il faut que est-ce que c'est vous qui me disiez quelque chose? C'est moi qui vais vous donner les questions. Ah, peut-être encore mieux. J'ai pas besoin de mettre mes lunettes. Merci déjà à vous pour l'ensemble de ces informations et nous allons prendre connaissance de vos questions. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, nous vous rappelons que les questions doivent être adressées via le chat Zoom ainsi que les commentaires du live Facebook. Vu qu'il y a un petit décalage avec le live Facebook, on va commencer par prendre des questions sur Zoom. La première question que je vois, c'est sur quel secteur de production peuvent se rabattre les pays pétroliers afin de ne pas totalement sombrer. Alors, ça va, c'est moi là? Oui.
Non, parce qu'il y avait une bande au milieu, c'est moi. Je ne suis pas de l'âge de l'informatique. Hein, vous imaginez ce que ça coûte, ce que ça veut dire pour moi d'arriver à faire une chose pareille. Je suis habitué aux amphis normaux. Donc, on en a déjà un exemple avec l'anticipation qui en a été faite en Arabie Saoudite, par exemple. L'Arabie Saoudite, donc depuis que le prince héritier Mohammed Ben Salman a pris les rênes, a décidé de se projeter dans une phase post-pétrolière. Il y avait une anticipation de ce type de phénomène du fait de l'explosion démographique et du fait que de toute façon, la rente a une fin. Vous savez que dans l'histoire, il y a des pays qui ont eu des rentes. L'Espagne a eu la rente de l'or américain, alors qui a fait de l'Espagne un pays fabuleusement riche, celui des châteaux en Espagne, mais qui a en même temps complètement détruit la société et qui l'a ensuite plongé dans le déclin et la pauvreté, puisque la rente détruit l'entrepreneuriat, l'esprit d'initiative, favorise donc les effets de bénéfices immédiats, suspend l'innovation, etc. Donc, en Arabie, aux Émirats également, sont les pays qui ont été le plus loin dans ce domaine, il y a eu toute une réflexion sur l'après-rente, la création d'un entrepreneuriat, ce qui est passé justement par des transformations sociales, c'est-à-dire que qui dit entrepreneuriat moderne dit que les femmes peuvent travailler. Donc, que les femmes puissent travailler veut dire qu'elles puissent circuler, qu'elles puissent conduire, que la domination du salafisme sur les femmes dans la société a été mise de côté, etc. Mais en même temps, cette transformation n'était envisageable, y compris dans ses aspects les plus visionnaires, la fameuse zone dite NEOM au nord-ouest de l'Arabie Saoudite, où des robots allaient servir à manger, etc., que sais-je, les plus futuristes, ne fonctionnent qu'à partir du moment où la rente est quand même encore capable d'abonder cette transformation. Et c'est là toute la difficulté, c'est-à-dire que la sortie de la rente, en passant par l'entrepreneuriat schumpeterien, dans le passé, n'a pas donné d'exemple historique particulièrement convaincant. Donc, c'est un challenge particulièrement complexe. Dans un premier temps, quand même, alors, ça peut signifier à la fois la baisse des tensions guerrières et aussi dans un deuxième temps la reprise de celle-ci parce que les faibles vont être laminés. Baisse des tensions guerrières, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la pression des sénateurs américains représentant des États producteurs de pétrole de schiste, qui ont dit si les Saoudiens continuent à produire en masse et à faire baisser les prix, nous, on va cesser de fournir des armes pour faire la guerre au Yémen. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas bien sûr dans le secret de ces négociations, mais toujours est-il que les Saoudiens ont proposé un cessez-le-feu unilatéral au Yémen. D'autre part, on imagine qu'actuellement, la capacité de la République islamique à mener des actions militaires contre ses voisins est considérablement réduite. Donc, il y a cet aspect-là, si vous voulez, qui peut être bénéfique, c'est-à-dire de toute façon, il faut réduire sur les dépenses militaires. L'autre, c'est que à partir du moment où des éléments de reprise vont se mettre en place, on va certainement voir une nouvelle hiérarchie des valeurs entre ceux qui sont capables de s'en sortir et ceux qui seront laminés et contrôlés par les autres. Alors là, on en a un exemple en Syrie, je l'ai évoqué tout à l'heure, avec l'usage des politiques de santé pour favoriser un camp, en l'occurrence celui de Bachar al-Assad, contre d'autres. Et ça ne se limite pas à la Syrie. On voit bien, par exemple, aujourd'hui, même en Italie, la Chine étant très présente en Italie, qui a été identifiée par M. Salvini comme à l'époque où il était aux affaires
comme le point d'entrée des nouvelles routes de la soie en Europe, à travers Venise et la Lombardie notamment, l'aide de la Chine, l'aide de la Russie et même l'aide de Cuba, qu'on imagine guère quand même en capacité d'aider l'Italie, pour des raisons évidemment idéologiques et politiques, à sortir du coronavirus en envoyant des médecins et autres. Donc, il va y avoir une politique de cela qui va se produire également au Moyen-Orient. Si l'Iran dispose d'une très grande quantité de masques, ça n'est pas parce qu'ils ont été produits dans le bazar de Téhéran ou de Qom, c'est parce que la Chine a envoyé en masse des avions cargo, en masse, pardon, des avions cargo pleins de masques. Oui, donc tout cela on va voir comment de l'entrepreneuriat peut s'y substituer, mais la baisse de la rente, de toute façon, va faire un choc considérable. Et pour un pays comme l'Algérie, par exemple, les questions vont se poser avec acuité très rapidement. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions. On va commencer par les questions plutôt générales avant de passer aux questions qui sont centrées sur les pays. Une première question, pensez-vous que le Covid-19 est un terreau idéal à l'apparition de nouveaux mouvements révolutionnaires portés sur une contestation, par exemple, du système de santé ou de la gestion de la crise par le gouvernement? Euh, D'une manière aussi vaste, oui, certainement. Surtout quand les gouvernements se seront montrés incapables de les gérer ou ont été perçus comme gravement déficients. Dans notre région de prédilection, ça a suscité déjà un certain nombre euh, de, euh, de problèmes autour des oppositions islamistes. Et celles et ceux d'entre vous qui jettent un coup d'œil sur la djihadosphère régulièrement voient que il y a un certain nombre d'individus qui estiment que la fermeture des lieux de prière, le refus d'accepter le petit pèlerinage pour l'instant, etc., sont le symbole de gouvernements impies qui, au lieu de s'en remettre à la volonté divine pour vaincre une épidémie par la prière, donc en profitent pour supprimer la religion, etc., et donc doivent être combattus avec la dernière ardeur comme propagateurs de l'impiété, de l'athéisme et autres. Et du reste, dans un certain nombre de pays de la région, ceux qui ont pris des mesures, disons, assez radicales pour le confinement, celui-ci s'est accompagné par l'installation très visible sur la voie publique de l'armée, de manière à étouffer dans l'œuf ce type de contestation. Alors, il y a l'aspect plus anecdotique qui considère que la nivakine ou l'hydrochloridrine, je ne sais plus exactement quel est le terme technique, ayant un composant qui fait partie de la pharmacopée prophétique traditionnelle, le professeur Raoult et quelques autres sont des représentants de la médication prophétique contre leurs opposants qui seraient, eux, des ennemis d'Allah. Donc, évidemment, tout ça s'inclut dans un bouillonnement incontrôlé qui est dû aujourd'hui aux très grandes angoisses, mais surtout aussi au fait que les modèles épidémiologiques, les cycles, etc., sont remis en cause tous les jours. Et quand on voit ce qu'ont été les projections du nombre de morts considérables en Europe et aux États-Unis dans un premier temps, qui ont d'ailleurs eu pour conséquence le déclenchement des confinements, et ensuite la réduction à la baisse de la létalité, c'est-à-dire du taux de mortalité du virus, tout cela évidemment est propice à nourrir des représentations du monde qui contestent
un scientisme incapable de gérer le défi de la pandémie et qui voit dans le recours au surnaturel et à ses conséquences politiques, évidemment, la solution. Merci. Une autre question encore générale. Comment les changements politiques et sociaux dans les pays arabes et du Sud peuvent-ils se concrétiser à l'issue de cette crise sanitaire sans tomber à nouveau dans les écueils de 2011, à savoir les guerres civiles, les regains d'autoritarisme, etc. Alors ça, évidemment, si je savais répondre à cette question spontanément, je ne serais pas confiné dans ma chambrette, mais je ne sais où. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que le niveau de contestation des États va être très supérieur et que finalement, prenez des pays, l'armée est revenue au pouvoir, par exemple, si elle ne démontre pas qu'elle a réussi à surmonter le virus, ou en tout cas, sinon à surmonter le virus lui-même, à assurer un fonctionnement de la société qui ne conduisait pas à l'effondrement total, alors bien sûr, les ressources de sa légitimité vont s'effondrer beaucoup plus profondément que ça n'avait été le cas après les printemps arabes. Oui. Donc, je crois que pour les gouvernements aujourd'hui dans la région, pas seulement dans la région, mais en particulier dans la région, la gestion de la pandémie est un qui tout double et qu'il faut sans doute s'attendre à des bouleversements beaucoup plus profonds. Monsieur Keppel, quelle posture pour l'Israël de Netanyahou avec ses voisins arabes qui, en dépit des tensions, a intérêt au ralentissement de la pandémie? Est-ce qu'on peut imaginer un dépassement de ce clivage? Vous voulez dire du clivage entre Israël et ses voisins arabes? Oui. Alors, ce clivage avait été, sinon dépassé, du moins en partie relativisé ces dernières années, puisque moi, quand j'avais votre âge, quand je parle aux étudiants, la manière dont on appréhendait cette région, c'était d'abord et avant tout autour du conflit israélo-palestinien et israélo-arabe. Aujourd'hui, en 2020, le conflit dans la région comporte évidemment l'affrontement entre Israël et ses voisins, mais celui-ci a été relativisé, ce qui ne veut pas dire qu'il a disparu, par les conflits entre chiites et sunnites, entre Iraniens et Saoudiens, par la guerre civile au Yémen, par la guerre civile en Syrie et autres. Et donc, d'ores et déjà, on est dans un système où la dimension binaire de l'opposition a été complexifiée, disons, avec d'autres facteurs. Israël ayant, par exemple, joué dans la guerre civile syrienne avec un certain nombre de partenaires dont on ne pensait pas spontanément qu'ils seraient les siens. Aujourd'hui, je crois que c'est surtout à l'intérieur d'Israël que se posent les questions importantes, puisque la pandémie en Israël est l'ultime ressource de M. Netanyahou pour se maintenir au pouvoir et pour éviter sa mise en accusation par le système judiciaire. Et donc, ce sont des péripéties qui se déroulent quotidiennement. Alors, l'évolution de la situation politique israélienne, ce qui sera finalement l'issue
de la compétition pour le poste de Premier ministre entre M. Netanyahou et son adversaire Benny Gantz vont certainement ressortir d'autres types de donnes au Moyen-Orient. Mais cela, par ailleurs, est lié évidemment au premier enjeu mondial, la première traduction politique mondiale de la gestion du coronavirus par rapport à une élection, c'est-à-dire celle de la réélection ou non de Donald Trump cet automne aux États-Unis. Puisque l'élection la plus importante du monde, c'est évidemment l'élection américaine. Or, l'élection américaine va coïncider avec la plus grave récession mondiale depuis le XXe siècle, on est au XXIe, moi je parle toujours comme un homme du XXe siècle, mais en tout cas depuis la dernière guerre mondiale et la crise de 29. Est-ce que dans ce contexte, la politique anti-multilatéraliste de Donald Trump va être plébiscitée, va l'emporter? Est-ce que ce sera un retour à une gestion nationaliste qui va prévaloir avec ses conséquences au Moyen-Orient? Ou au contraire, est-ce que le poids du chômage, l'absence de protection sociale aux États-Unis, la montée en flèche du nombre de chômeurs non protégés va se traduire automatiquement par son échec. Et ça, c'est quelque chose qu'un certain nombre de modèles économico-politiques prédisent déjà, c'est-à-dire que quand le niveau de l'emploi est très mauvais aux États-Unis, il est impossible à un président d'être réélu. Alors, les circulations sont exceptionnelles, mais le maintien au pouvoir, le renforcement de M. Netanyahou a été directement la corrélation des politiques menées par le 40e président américain. Si ça n'est plus lui qui est à la Maison-Blanche à partir de janvier prochain, à ce moment-là, bien évidemment, il y aura des éléments de transformation dans la recomposition du Moyen-Orient. Et ça, c'est ça qui rend l'étude de la région si difficile et en même temps si passionnante. C'est que les paramètres sont multiples et que, vous voyez, on a parlé au début de la question pétrolière. Le pétrole, c'est un enjeu de rente, d'islamisation du politique, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui réintroduit la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique dans le jeu mondial et qui en fait d'une sorte de pétromonarchie, qui en tire sa nouvelle légitimité, quelque chose qui va se heurter ensuite à la production américaine. À partir d'un certain nombre de niveaux de prix, les États-Unis contrôlent le marché et contrôlent la politique du pétrole. On ouvre les vannes pour faire baisser les prix. Le coronavirus crée un phénomène de surenchère, etc. Vous voyez, les choses sont très liées et quand on étudie le Moyen-Orient, il faut bien sûr connaître le Moyen-Orient et les langues de la région, mais c'est aussi bien d'identifier comment celui-ci s'articule à l'ensemble du système du monde. Merci beaucoup. Une question un peu plus pratique sur la propagation du virus. Qu'en est-il de la propagation du Covid-19 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza? Et est-ce que Israël a laissé passer une aide sanitaire pour les Palestiniens? Alors là, vous me posez une question qui est au-dessus de ma compétence d'universitaire confiné. Je n'en sais pas plus que ce que j'ai vu, les uns et les autres ont vu dans les journaux. Je n'ai pas d'informations particulières à ce sujet. D'accord, merci. En ce qui concerne maintenant le Maroc, on a une question. Quelles sont les répercussions géopolitiques du Covid-19 sur le Maroc? Et est-ce que vous avez un éclairage sur la situation actuelle au Maroc dans la gestion de cette crise?
Alors, la gestion, comment dire, politique et sanitaire du Covid-19 a été, un peu comme Tunisie d'ailleurs, mise en œuvre très tôt, hein, par rapport aux autres pays arabes. Si vous regardez sur les cartes qui apparaissent tous les journaux, pays à confinement partiel, etc., ça a été mis en place très, très rapidement, avec notamment le contrôle des déplacements, les autorisations. Au Maroc, les barrages routiers sont extrêmement présents, et les sanctions pour ceux qui contreviennent ne se limitent pas à l'amende, comme vous le savez. Et donc, pour l'instant en tout cas, au Maroc comme en Tunisie, le confinement est assez bien respecté, sauf, dit-on, évidemment, je ne suis pas allé voir depuis mon ordinateur, dans un certain nombre de quartiers populaires où la pauvreté, justement, rend impossible le respect. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre des politiques sociales de distribution de biens, de services, d'alimentation gratuite, d'accès à la santé. Ça, ce sont des défis considérables. Mais en tout cas, pour l'instant, pour le Maroc comme pour la Tunisie, la question, c'est un peu celle, avec des différences d'ampleur évidemment, de celle qui s'est posée pour la France, c'est-à-dire à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'on va déconfiner, puisque là, les tensions économiques et ensuite les tensions sociales et politiques vont atteindre un degré tel qu'il va falloir que l'économie redémarre sous peine d'explosion totale. Et donc ça, ce sont des arbitrages que les différents États, même ceux qui ont d'une certaine manière réussi à mettre en œuvre le confinement sur le plan de l'ordre public, sont des arbitrages qui vont devoir être pris assez rapidement et qui sont bien sûr des choix de politique publique extrêmement difficiles. Merci. Allons-nous du coup assister à l'émergence de nouvelles puissances à l'issue de cette crise au Maghreb, notamment le Maroc, la Tunisie peut-être? C'est-à-dire que si vous parlez du Maghreb et du Maroc, de la Tunisie, c'est-à-dire que vous ne pensez pas à la Libye, ni à l'Algérie, ni à la Mauritanie. Alors, pour la Libye, bien sûr, le paradoxe, c'est que on aurait pu penser que euh, la situation allait être moins belligène avec le virus, mais il semble qu'à un niveau de belligérance, ça n'a plus d'importance et que les différents adversaires n'en ont pas pour autant profité pour qu'il y ait un cessez-le-feu humanitaire. La question telle que vous la formulez, c'est de savoir, si j'essaie de l'interpréter, si l'Algérie va être plus impactée. Alors, c'est très difficile évidemment de le dire, mais l'Algérie a eu deux caractéristiques en termes d'économie politique récemment, outre un mouvement qui, depuis maintenant quasiment un an, use d'une certaine manière le pouvoir, puisque la contestation reste présente. Maintenant, elle ne l'est plus dans les rues pour des raisons virales, mais elle est virtuelle, mais elle n'en est pas moins active. D'autre part, le système algérien est basé évidemment sur la rente pétrolière et gazière, et si les prix aujourd'hui ont revenu vers une trentaine de dollars, on va voir ce que va donner le marché dans les semaines, les jours qui viennent, mais à ce rythme, ça va être extrêmement difficile, aussi bien pour les réserves de change que pour le fonctionnement algérien. Et ça,
le pays est très sensible. 1988 en était directement le produit de cette baisse des hydrocarbures et de l'incapacité à redistribuer la rente. Et puis, autre facteur, c'est que l'Algérie a vécu ces dernières années essentiellement avec une très abondante main-d'œuvre chinoise à bon marché, ce qui est un système tout à fait paradoxal dans un pays où il y a des problèmes d'emploi sont importants. Et d'une certaine manière, l'Algérie a un peu mondialisé sa production. C'est-à-dire de même que les, tout ce qui pouvait être fabriqué en Chine ou en Inde à bas prix l'était pour le plus grand profit des entreprises occidentales qui payaient des salaires beaucoup moins élevés et aussi des consommateurs qui payaient leurs produits moins chers. D'une certaine manière, ça s'est produit en petit en Algérie puisque ce sont des masses d'ouvriers chinois payés à des salaires beaucoup plus faibles que ne l'auraient été des salaires qu'auraient accepté des Algériens bénéficiant de la rente, qui ont construit l'essentiel de l'infrastructure routière, immobilière, etc., avec un niveau de qualité d'ailleurs qui n'est pas toujours très satisfaisant. Et donc là, qui vont se trouver impactés aussi par le bouleversement de la place de la Chine dans le monde après le virus. Bien sûr, il y a la Chine aujourd'hui dans une logique très politique, explique qu'elle est le pays qui va sauver le monde, et on voit bien d'ailleurs la politique des masques, qui contraint un certain nombre de pays occidentaux, même de régions françaises, à être en concurrence les unes avec les autres pour obtenir un accès au tarmac d'un aéroport chinois pour faire partir un avion. Mais en même temps, il va y avoir, bien sûr, une relation très différente à la main-d'œuvre chinoise, aux délocalisations aussi. Et ça sera sans doute l'un des impacts de la transformation post-coronavirus de l'économie globalisée. Peut-être n'est-il pas inenvisageable justement que les pays du Maghreb, qui dans certains secteurs comme le textile, les microconducteurs et autres, même la construction automobile, pensez à Renault à Tanger par exemple, avait permis des délocalisations beaucoup moins gourmandes en transport à travers le fuel sur les tankers et les autres bateaux. Dans quelle mesure est-ce que on va, pardon, ce que notre collègue Mouhoud appelle la relocalisation, dans quelle mesure les pays d'Afrique du Nord vont pouvoir bénéficier de relocalisation par rapport à l'Europe, parce que le modèle chinois pose d'énormes problèmes politiques aujourd'hui et des problèmes aussi de supply. Ça, c'est une des questions qui va certainement se poser. Merci beaucoup. Une dernière question, parce que par souci de temps, nous n'avons pas pu traiter l'ensemble de vos questions, nous sommes désolés. La décision de l'Iran de lever le confinement à cause de l'effondrement critique de son économie était-elle inévitable? Et est-ce que certains pays à l'économie fragile de la région MENA subiront-ils, d'après vous, le même sort? Alors, oui, pour l'Iran, c'était une question économique, mais aussi une question d'environnement politique. Je crois que l'Iran est aujourd'hui, enfin, dans une situation que l'on interprète aux États-Unis comme d'extrême recours. Et à Washington, on envisage que la République islamique soit condamnée. Je ne puisse pas résister à la fois au baril, aux sanctions et au coronavirus. D'où dans ce cadre-là, pour le régime, il fallait arbitrer pour le court terme, c'est-à-dire le redémarrage de l'économie, quel qu'en soit le coût, prendre un pari sur le moyen terme,
que le virus, parce que la population est jeune aussi, vous savez que c'est un enjeu très important. Le nombre de morts très élevé en Europe, par exemple, est dû en grande partie à à la répartition de la démographie à travers les âges et le fait que euh, en France, un tiers des décès soient comptabilisés à peu près dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, est évidemment quelque chose qu'on ne va pas retrouver identique en Iran ou dans les pays du Moyen-Orient, dans la mesure où les populations sont beaucoup plus jeunes, où la pyramide des âges est une vraie pyramide. Donc là, ce pari pardon, a été pris en Iran. Les informations qu'on a aujourd'hui, mais évidemment on n'a pas beaucoup de recul, indiquent que c'est un pari qui reste assez risqué. Hein. Est-ce que d'autres vont s'engager dans les mêmes actions? Alors, ça se produit déjà, mais sans décision gouvernementale. Par exemple, au Liban, il y a un confinement, mais il n'est pas respecté par exemple, à Tripoli, dont j'ai parlé tout à l'heure, les quartiers pauvres de Tripoli. Est-ce que des gouvernements vont pouvoir s'engager là-dedans? Ils jouent leur survie, mais pour l'Iran, l'Iran est au bord du gouffre, de ce point de vue. Merci beaucoup. Cette conférence touche donc à sa fin. Nous sommes appelés pour toutes les questions auxquelles nous n'avons malheureusement pas eu le temps de répondre. Merci à vous, professeur Keppel, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à l'ensemble de nos interrogations. Merci également à tous ceux et à toutes celles qui nous ont suivis ce soir. Nous espérons vous revoir nombreux et nombreux demain à 17 h pour une conférence animée par Alberto Toscano au sujet de la politique et de l'économie italienne à l'heure du Covid. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à vous. Merci de votre accueil et je voudrais aussi saluer, outre les étudiantes et les étudiants du campus de Menton, tous ceux qui nous ont suivis dans ce débat, à la fois les autres étudiants de Sciences Po, ceux de l'école normale supérieure, les participants au séminaire Violence et dogmes de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée, ainsi que tous ceux qui, à travers l'Institut du monde arabe, qui est également notre partenaire dans ce débat, dans ce travail, a mis tous ces moyens à notre disposition de manière à ce que le savoir qui circule dans le monde universitaire puisse également être porté dans la société. Ça fait partie des grands enjeux pour la dont j'espère qu'elles vont continuer. Merci en tout cas de votre accueil et bonne continuation montanaise. Au revoir. Merci.